Alors évidemment, les personnes de mon âge connaissent ça par cœur. Les étudiants peut-être un peu moins, mais c'est culte. Ça fait partie de la culture. Like a Machine, c'était en 1975 déjà. Mais maintenant, ça paraissait loin. On est plus près de cette réalité. Et s'il y a une personne bien placée pour introduire ce symposium, que les machines auront aussi de la peine à remplacer, c'est Rudy Devel. Tant il a d'activité, c'est avant tout un penseur prospectif, c'est un auteur, un visionnaire qui observe de très près les évolutions de la technologie et en tire des tendances pour le futur des entreprises. Sa présence était indispensable à ce symposium. Merci Rudy Devel d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, c'est un peu un challenge pour moi parce que c'est la première présentation que je fais en français. Je suis belge, je présente normalement toujours en anglais, donc permettez-moi quelques erreurs. Si vous avez des questions, prenez note des questions. On aura le temps de faire une question-réponse après. Donc voilà. Mon titre, c'est sur la Renaissance et la compréhension du futur. Pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que pour comprendre le futur, il faut comprendre le passé. Également, c'est aussi intéressant de retourner en arrière et voir le futur comme on le voyait avant. Par exemple, quand moi j'étais gosse, en école primaire, début des années 70 ou 70, ouais, on nous demandait d'écrire ou de dessiner l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer. Et tous les garçons dessinaient des voitures volantes. Je ne sais pas si vous, les gens qui étaient là dans cette époque-là. Et parce que les voitures volantes, c'était quelque chose de très probable. On allait déjà à la Lune, ouais, donc des voitures volantes, c'était quelque chose de facile. Mais regarde, on est en 2017 et on n'a toujours pas de voitures volantes. Si, on en a. Il y a quelques startups qui sont maintenant en train de développer des modèles prototypes. Et en Dubaï aussi, on va lancer cette année des taxis volantes. Ouais. Donc on y est presque. Mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que l'informatique, l'Internet, le mobile allaient changer tout, presque. La façon comme on travaille, la façon comme on communique, et qui va aussi changer les interfaces avec qui on communique. Donc voilà, sur le futur, il y a toujours des nouvelles technologies ou des nouveaux matériaux qui peuvent venir et qui peuvent changer tout. Si on regarde dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, retourner il y a 500 ans. Mon peintre préféré, Hieronymus Bosch, il peintait ceci, qui est le jardin de délices. Ouais. Et donc, avec ça, je veux montrer que n'importe quelle époque qu'on vit, il y a toujours des gens qui regardent positif au futur, ouais, et des gens qui regardent négatif. Hein, positif, c'est les delights, hein, ou aussi voir le futur très négatif. À l'époque, on avait la peste noire, évidemment, qui a quasiment réduit la société et les citizens en Europe en moitié. Ouais, donc c'était une période très noire. Puis vers 1453, qui connaît ceci? C'est la chute de Constantinople. La semaine passée, j'étais à Istanbul, et là, c'était la victoire d'Istanbul. Oui. Donc, aussi, c'est un bon exemple comment le contexte peut changer, oui, pour les cultures différentes. Oui. Même dans les mêmes locations ou la même géolocation, on peut avoir des contextes très différents. Mais peu savais-je. Moi, récemment, j'ai découvert que ce fait de la chute de Constantinople était très important aussi pour la naissance de la Renaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup des étudiants grecs qui ont déménagé alors en Italie et qui ont pris des manuscrits originaux de l'ancienne philosophie grecque en Italie, qui n'étaient pas connus en Europe à l'époque, et donc qui étaient une des fondations de la Renaissance. Pourquoi? Parce que c'était basé sur l'école de Platon et les bons principes, comment construire une bonne vie. En 1486, il
il y avait ce bonhomme, Pico della Mirandola, qui avait écrit la philosophie de la Renaissance. Quand il avait 23 ans, il a écrit 900 orations sur la dignité humaine. Évidemment, c'était refusé par le pape et on a seulement redécouvert ses écrits beaucoup plus tard. Mais il était très intelligent, il apprenait le latin, le grec, le hébreu et l'arabe, et il était le premier à dire que toutes les religions sont pareilles. Ouais. Il disait aussi que l'être humain est dans la condition lui-même de prendre sa vie en main, qui était une des conditions de la Renaissance, ou comment la Renaissance aussi attaquait où l'art, la philosophie, la religion, la technologie, tout était intégré là-dedans. Mais c'était aussi comment construire une belle vie pour la société, pour tout le monde, pas seulement ceux qui ont. L'homme Vilnius de Michelangelo, de Da Vinci, pardon, c'est un des images ou des dessins les plus connus de cette époque-là. Et ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on est de nouveau dans une renaissance. La renaissance digitale. Il y a beaucoup de gens qui disent on vit dans une renaissance digitale parce qu'il y a tellement de possibilités, on va dans une nouvelle renaissance. Mais est-ce que c'est vraiment une renaissance? Ouais. Regardons le mot renaissance. Ouais. Rebirth en anglais. Si on regarde seulement le mot, ça veut dire qu'il faut faire une renaissance entièrement. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on vit toujours dans le système de la révolution industrielle, oui, coal and steel, du charbon, de l'acier, et on applique toujours les vieux règles dans ce nouveau système. Et ça, à mon avis, ce n'est pas juste, parce qu'on vit dans un monde où le digital change tout. Il change tous les acteurs, il change les business models, il change les écosystèmes, il change tout. Donc il faut penser différemment. Ouais, pour développer pour le futur. Permettez-moi d'expliquer un peu plus. 1637, qui connaît cette date? Bon, vous allez connaître ce monsieur, René Descartes. Ouais. Dans Méditation, il disait « Cogito ergo sum ». Ouais, je pense, donc je suis. Donc, laissons faire un petit exercice sur cette pensée. Ouais, parce que c'est la pensée du Rasson et de la logique. Dans la salle, qui d'entre vous pense qu'ils ont un corps? Et qui d'entre vous pense que vous êtes un corps? Donc vous voyez, la plupart d'entre vous vivent encore dans un modèle du XVIIe siècle. C'est intéressant, non? Oui, parce que maintenant, on sait déjà avec la neuroscience, l'ADN et tout ça, que ce n'est pas vrai. Oui, on connaît beaucoup plus de choses, que notre corps est un corps qui réagit, toutes les parties sont connectées. Nos neurones sont connectés avec tout le reste du corps. Donc, il y a eu tout un siècle, le siècle des philosophes après, qui a continué sur ces idées. Kant, Hume, Hobbes et tout ça. Dans le cycle de Enlightenment, oui, sur la rationnelle. Ouais. Moi, je dis qu'ils sont faux. En fait, ils ne savaient pas ce qu'on savait maintenant, qu'on sait maintenant. Mais donc, ces pensées, il n'y va plus. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que oui, on a continué cette logique dans la première révolution industrielle, dans la seconde révolution industrielle, même avec Henry Ford, avec la première ligne d'assemblage qui a résulté dans la mass production, oui, du siècle passé, et qu'on est toujours dedans. En 1969, qui connaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses importantes. La Lune, oui, on est allé à la Lune, et l'autre, vous devez savoir ça ici en Suisse, c'est la première fois que deux ordinateurs ont communiqué qui étaient dans un endroit différent. Donc le début de l'Internet en fait. Donc intéressant, donc, qui mène dans la troisième révolution industrielle qui a été décrite par Jeremy Rifkin dans le livre Zero Marginal Cost Society, un livre que je peux très recommander, où il parle de toutes les nouvelles technologies.
et que les technologies d'information changent tout. Donc, mais il parle surtout aussi sur la possibilité qu'on a quand on connecte toute l'énergie soutenable, par exemple l'énergie solaire. Si chacun connecte ses panneaux solaires à l'Internet, on aura suffisamment d'énergie pour tout le monde sur la planète. Et on peut créer un Internet de l'énergie, en fait. Et beaucoup d'autres concepts qu'il prend dans ce livre-là. Un peu confus, mais en 2016, Klaus Schwab, de World Economic Forum, que vous connaissez, il lançait la 4e révolution industrielle, qui, à mon avis, c'est un peu trop déjà, parce qu'on est seulement dans la 3e, lui, il annonce déjà la 4e. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui ajoute quelque chose sur les révélations de Jeremy Rifkin, c'est qu'il ajoute la biologie. Oui, parce que la biologie, maintenant aussi, on peut transformer beaucoup de choses en data et on peut apprendre beaucoup de choses de nouveau qu'on ne savait pas avant. Donc tout ça crée un autre accélérateur. Chose qui est aussi décrite dans le livre de Homo Deus. Qui a lu ce livre, Homo Deus? Oui, un livre que je peux vraiment recommander. Il y a quelques faillances philosophiques dedans, mais bon, il capte quand même tout ce qui est en train de se passer au niveau technologique et biologique. Donc, maintenant, on connaît déjà que la neuroscience et tout ce qu'on sait de notre corps, il est interconnecté. En anglais, on dit « if you fire, you wire ». Ouais, donc, c'est pour ça que les maladies où les gens ont mal quelque part quand on a un problème psychologique. Ouais, ce n'est pas seulement « je pense » et j'ai un corps. Non, non, c'est tout interconnecté. Il y a même des gens maintenant, des chercheurs dans l'université de George Washington en États-Unis, qui ont trouvé un marche-arrêt sur la conscience. Ils font des tests dans les labs avec des sondages et tout ça sur le cerveau pour comprendre mieux. Donc il y a beaucoup de recherches et d'avances aussi sur comprendre le cerveau, comment notre cerveau fonctionne. Et les neurones sont connectés avec les body cells. On sait ça aussi maintenant. Ouais. Les cellules de notre corps ont beaucoup d'informations. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles thérapies qui disent qu'il ne faut pas seulement prendre soin de nos organes, mais aussi de nos cellules. Oui? Nos cellules, ils communiquent avec notre cerveau. L'ADN, évidemment, qui est une révolution au niveau biologique, je pense, et on est aussi capable maintenant d'éditer l'ADN, le CRISPR, comme on dit. Donc, on peut couper des maladies ou des faillances dans le système humain et on peut créer des humains plus parfaits. Cet hamburger, qui a l'air très très bien, oui, pour ceux qui aiment la viande, mais il a été fait entièrement végétal dans les labs. Oui, il y a toute une série de startups en Silicon Valley maintenant qui vont maintenant faire un disrupteur sur tout ce qui est le food chain, comme on appelle ça. Ouais, ils peuvent recréer presque tout. On peut recréer du fromage français, du roquefort, de la viande, et donc il va créer aussi une nouvelle révolution dans le food. Quantum computing, ça c'est l'ordinateur de Google, D-Wave, qui vont lancer l'année prochaine ou même cette année, qui va 1 million de fois plus vite que l'ordinateur le plus vite déjà qu'on connaît. Donc il va donner une accélération encore plus vite de tout. Des robots, ça c'est le Motobot de Yamaha. On est capable de presque tout faire avec des robots. Ce robot, il teste comment vous dites ça, les moteurs, ouais, les motos, pour les MotoGP, pour ne pas prendre des risques avec les vrais pilotes. Il fait tout plus vite, il fait tout plus parfait que l'être humain. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ça. Mais on va plus loin, on est en train de créer déjà des humanoïdes. Oui? On peut maintenant imprimer du peau, ou de la peau. On le fait ici en Suisse avec L'Oréal. L'Oréal est en train d'utiliser ça. Et on va de plus en plus loin dans la technologie, maintenant combinée avec la biologie. Oui? On peut recréer des organes. Il y a déjà des tests en États-Unis où on recrée des organes à partir de ces cellules.
des cellules de foie, on recrée des nouveaux foies et on fait des transplantations. Il y a des embeddable, il y a des pilules, ouais, qui ont une technologie nano dedans, qui communiquent avec un téléphone mobile pour donner des informations qui sont dans notre corps. Et tout ça, et tout ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oups. Voilà. Donc, tout ce qui est hardware devient de plus en plus petit. Oui, la nanotechnologie qu'on dit. On peut mettre tellement d'informations dans des choses tellement petites, oui, qu'on peut les mettre dans les pilules et même dans le corps. Oui, des nanobots qui vont nettoyer notre corps, nos cellules, notre sang. Et donc, on va avoir une révolution, surtout dans le secteur de la santé. L'intelligence artificielle, probablement la technologie la plus disrupteur maintenant. Il n'y a pas une société qui est en train d'acheter une boîte d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, avec les ordinateurs, les applications mobiles, génère du data. On va ajouter avec ça l'Internet of Things, tout ce qui est senseur et tout ça. Et donc, un être humain, il ne peut plus lire, il ne peut plus comprendre tous ces data. Donc, on a besoin de créer des machines qui peuvent gérer tout ça. The Rise of the Fourth Platform. J'adore ce slide parce qu'il explique en fait qu'on vient de standalone computing, distributed cloud, ambient computing. On va vers ici maintenant. Tout ce qui est les senseurs, machine intelligence, mind machine, on va connecter le cerveau, oui, au réseau et tout ça. Donc on vient de 0 connexion d'Internet sur des connexions infinies. Oui, donc on crée vraiment en technologie, tout accélère avec ces plateformes. Le blockchain, oui, qui est très en vogue, il n'est pas parfait. Il a des problèmes de scalability et tout ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on peut conceptuellement créer un layer de trust, de confiance sur l'Internet. Ouais. Et donc ça peut aider aussi à l'humanité et engendrer beaucoup de projets nouveaux, ouais, qui vont être plus transparents et qu'on peut avoir plus de confiance aussi dans le système. Des révolutions d'interface, la voix, ouais, qui est un des prochains trends qu'on va commencer à parler aux devices, ouais, au téléphone, dans la maison. On a déjà des exemples avec l'Amazon Echo, qui est une device qu'on met dans le living et on peut parler, on peut demander n'importe quoi et il va nous répondre. Donc de plus en plus, on va aller vers ces interfaces. Même dans votre voiture, vous allez parler, il y a déjà BMW et tout ça qui fait ça. Et de plus en plus, on va voir ce genre de technologie. L'interface révolution augmented reality, virtual reality et plus loin aussi mixed reality qu'on dit. The holographics et the brain-computer interfaces. Donc ça, c'est un vague qui est en Silicon Valley. Il y a énormément de startups aussi qui se lancent là-dedans. Donc on a encore des casques un peu pas trop pratiques, mais de plus en plus, ça va aussi être intégré dans les verres, ouais, ou les, comment vous dites ça, les lunettes, oui. Donc on peut recréer un monde qui est virtuel. Il y a des startups, par exemple, qui sont en train de créer des bureaux sans bureau. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de desktop, il n'y a plus rien. On fait tout. On a envie de taper, ben voilà, on va taper. On a envie de parler, ben voilà, on parle. On peut créer n'importe quelle interface avec qui on veut communiquer ou comment on veut travailler. Donc surtout dans les jeunes générations, ça va donner beaucoup de nouveaux exemples aussi et changer tout à nouveau. Donc, mais comme on peut voir sur ce slide, l'économie de plateforme, il n'est pas équilibré. Donc, on voit ici, où est-ce que tout le data va? C'est en Silicon Valley. Ouais, donc, en Chine et tout ça, en Asie, il y a aussi quelques grandes entreprises comme Alibaba, Tencent et tout ça, SoftBank. Mais en Europe, regarde, on est nulle part. Ouais, il faut réfléchir à ça. Où est-ce que le pouvoir va? Si on dit que le data est l'économie d'aujourd'hui, ouais, comme le pétrole il était d'avant,
Il faut réfléchir à ça. Où est-ce que est le pouvoir? Le top 5 du monde entier des plus grosses entreprises sont des entreprises de plateforme. Donc voilà, on est en train de créer un monde où l'être humain devient de plus en plus technologique. D'abord avec le téléphone mobile, maintenant les wearables, puis on aura des choses extending, oui, notre capacité, et puis on va vers le cerveau. Mais où est-ce qu'il est l'être humain? Où est-ce qu'il est le cœur? Où est-ce qu'il est tout ce qui nous fait être humain dans cette logique? Oui, donc tout ce qui est cette pensée de logique et de raison nous mène à ça. Donc je pense qu'on est dans une période où on va accélérer plus les prochains 20 ans qu'on a fait les 300 années du passé. Parce qu'il y a toutes ces technologies aussi qui se combinent et qui accélèrent. Beaucoup de challenges éthiques, oui, au niveau robot. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas seulement qu'ils vont prendre notre travail, oui, ou d'une partie, mais aussi ils vont peut-être devenir mieux que nous. Tout ce qui est qu'on fait avec notre corps, oui. On va maintenant mettre des électrodes, des technologies dans notre corps. Qu'est-ce que ça signifie pour l'être humain? Qu'est-ce que ça signifie pour tout ça? Et aussi, on peut créer des êtres humains qui sont même mieux que nous. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais, donc, des grandes opportunités, mais aussi des grands challenges pour tout ça. Donc, pour des chefs d'entreprise de maintenant, c'est une période aussi difficile parce qu'il faut travailler dans le présent, mais il faut de plus en plus aussi comprendre l'avenir. Et il faut comprendre l'avenir parce qu'il faut comprendre où vous allez aller. Ouais. Il faut penser hybride. Ce qu'il y a maintenant, ce qui peut venir. Quand on regarde ce que la technologie a fait dans les secteurs, ouais, on a commencé avec le data, l'information, le contenu, musique, médias, film, TV, print, maintenant les smart cities, transportation, retail commerce, maintenant on est ici, banking, financial service, insurance, et puis plus tard pharmaceutique, energy et water and food. Donc, la technologie change entièrement toutes ces industries. Oui, la façon qu'ils travaillent, la façon comment engendrer de l'argent et aussi comment travailler différemment. Il y a un petit problème avec le moniteur ici. Donc, le changement, il se passe graduellement et puis tout d'un coup. Moi, j'étais dans le premier self-driving car il y a 5 ans à Silicon Valley, dans le Singularity University. Et quand je revenais en Europe, je disais à tous mes copains, j'étais dans un self-driving car. Il n'y avait personne qui me croyait, il y a 5 ans. Et maintenant, tous les grands manufactureurs, les car manufacturers, ils utilisent cette technologie. Déjà, ils l'utilisent aussi pour faire du parking autonomique. Et aussi Tesla, ils l'utilisent déjà pour le self-driving sur l'autoroute. Donc ça va aussi changer tout. Pense à tout ce qui est assureur. Oui, s'il n'y a plus personne à assurer que la machine, mais oui. Il y aura plein de choses comme ça. Ouais. En même temps aussi, on a des technologies qui sont maintenant dans les fauteuils ou à l'intérieur des voitures, avec le sensoring, qu'on peut capter presque tout quand il y aura un accident, qui va communiquer directement avec les assurances. Donc il y a du positif et du négatif là-dessus. Mais bon, ça va changer des industries entières, autrefois. Ça, c'est un de mes slides préférés, qui est de Frank Diana, un collègue futuriste, où il explique, voilà, les technologies qu'on connaît, Internet, social, mobile, cloud, big data, et les technologies qui sont en train maintenant de merger, 3D printing, renewables, Internet of Things, cognitive systems, artificial intelligence, nanotechnology, robotics, blockchain, genomics, drones. Tout va accélérer. Ouais. Ça, c'est les technologies du futur. Ouais. Mais quand on fait des combinaisons entre ces technologies, c'est là où il y a toutes les opportunités. Ouais. Si on peut garder sa pensée ouverte et on peut regarder à
des ponts entre différents secteurs, c'est là où il y a les opportunités pour le futur. Mais également tout ce qui est exponentiel, ouais. Il y aura aussi l'inégalité qui devient exponentielle. Ouais. Donc toutes ces technologies aussi engendrent plein de problématiques pour la société. Des choses qu'on voit déjà maintenant. Ouais. Il y a trop de gens qui perdent leur boulot, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas préparés pour s'adapter pour ce nouveau monde. Hein, donc il faut préparer les nouvelles générations. Il faut penser différemment parce que les résultats vont être détrimentaux de tout ça. Donc la technologie est exponentielle. Tout le monde comprend l'exponentialité? Oui, voilà. Donc on va 1, 2, 4, 8, 16, 32. L'être humain, il est linéaire. Nous, on ne peut pas faire ça. Sauf si on va faire l'augmentation. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont pour ça. En Silicon Valley, il y a tout un groupe qui s'appelle transhumaniste, qui veulent faire ou utiliser la technologie pour devenir mieux. Ouais. Mais en principe, la plupart des gens vont rester ici. Donc il faut qu'on travaille avec la technologie, oui, et utiliser la technologie pour le bien. Pas seulement pour the sake of building another technology. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'on est en train de codifier, on se codifie obsolète, oui. Oui, qu'on crée de plus en plus de robots artificiels intelligence et on aura de moins en moins d'emplois. Pour beaucoup de gens, ça sera le cas. Oui. Mais il y aura aussi beaucoup de nouveaux emplois qui vont être créés. Moi, j'ai fait le test avec moi-même. Ici, vous voyez tous les jobs que j'ai fait les derniers 20 ans. De tous ces jobs-là, il y a 20 ans, aucun n'existait. Donc, pour ça, ça montre on est toujours créatif aussi à créer beaucoup de nouveaux jobs. Quand on regarde ceux du futur, on peut être très créatif. Oui. Even comme space tourist traveler ou tour guide, oui. Sur 3D designer, 3D design designer et des choses comme ça. Donc, ce qui est le cas, c'est qu'il faut maintenant tout l'accès, beaucoup d'attention et de focus est ici, dans les STEM qu'on appelle ça. Je ne sais pas en français. Sciences, technologies, engineering et mathématiques. Oui. Il y a beaucoup de parents aussi qui veulent que leurs enfants vont apprendre ceci. Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent tous les enfants doivent savoir coder. Ouais. Et pourquoi? Ouais, parce que moi, je pense que le futur est là. Il faut plus d'humanité, il faut plus de créativité, il faut plus d'imagination. Parce que qu'est-ce qu'on va faire si tous les robots vont faire le travail? Ce qui est inévitable. C'est à ça qu'il faut penser. Il n'y a personne qui pose la question. Les politiciens de maintenant, ils n'ont pas de vision. Avant, les politiciens, ils avaient une vision sur 10 ans. Maintenant, dis-moi un politicien qui a une vision sur 10 ans. On n'a plus. Il y a plat. Il n'y a pas de vision. Donc, il faut le créer nous-mêmes. Il faut que nous, ayons une vision à long terme et qu'est-ce qu'on va faire. On va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle société. Ça, c'est un slide du World Economic Forum sur le travail dans l'an 2020. Ouais. Quand on regarde ceci, on voit que tous les caractéristiques, critical thinking, creativity, emotional intelligence, judgment, decision making, flexibility, cognitive flexibility, sont tous des caractéristiques humaines. Tout ce qui n'est pas copiable par le robot ou l'intelligence artificielle va avoir plus de valeur dans le futur. Parce que le reste, on va le pouvoir copier. On va le copier, on va le mettre en robot, et on va pouvoir faire un scale de 0 à je ne sais pas combien. Ouais, ça va se passer. Parce qu'on est dans ce système, on est dans ce logique. Donc de plus en plus, tout ce qui est lifelong learning, l'apprentissage de la vie, va devenir de plus en plus important. Oui, parce qu'il faut, comme tout change continuellement, il faudra aussi qu'on peut apprendre continuellement. On ne peut plus apprendre ou étudier pour un job du futur, parce qu'il va changer, je ne sais pas combien de fois. Donc il faudra adapter les systèmes. Ouais. Il faudra qu'on apprenne à nos jeunesses des choses différentes qu'on est en train d'apprendre maintenant.
Donc il faut penser, il faut to spend. Il faut dépenser plus de temps sur les valeurs humaines que sur ce qui est au développé technologique. Ouais. Au moins, le même temps, pour le moment, il est zéro, quasi zéro. Quand on regarde sur la pyramide de Maslow, ouais, les économies qu'on a connues, on vient d'une économie de produits, on a créé une économie de services. Maintenant, on est dans l'économie d'expérience. Ouais. C'est les boîtes qui créent les meilleures expériences, suite dans le mobile, suite sur Internet, suite dans des centres physiques, oui, qui ont le plus de bénéfices, qui ont le plus de succès. Mais on va de plus en plus faire une économie de sens, oui, meaning. On voit ça déjà maintenant, les sociétés doivent avoir une éthique correcte qui est proche des gens. Si mon éthique ne correspond pas avec le consumer ne va pas acheter mes produits. On voit ça déjà avec le CEO de Uber, par exemple, qui a dû démissionner sur sa rôle d'adviser Trump parce que tous les conducteurs sont immigrants. En Angleterre, la semaine passée, il y avait une grande histoire sur Google. Les grands annonceurs ne veulent plus mettre des annonces sur YouTube parce qu'il y a trop de commentaires de haine. Google ne filtre pas, on laisse tous passer. Il y a des commentaires du racisme, de haine qu'on n'a jamais vu ici en Europe. Mais Google ne filtre pas. Donc maintenant, les sociétés commencent à réagir à ça. Et c'est une opportunité pour les sociétés. Si vous pouvez monter votre éthique, qui est très humaine, vous allez être aussi très proche des gens. Ceux qui ne le sont pas, ils ne vont plus vendre des produits. Et surtout avec la nouvelle génération, on voit ça. Donc ce qui est derrière nous et ce qui peut se passer dans le futur est minuscule par rapport à ce qui est entre nous. Avec ça, je veux dire aussi, c'est Ralph Waldo Emerson, mais j'ai choisi ce quote parce que tous les gens que j'ai connus depuis 20 ans ou 30 ans qui sont dans le digital et l'informatique, de plus en plus de gens aussi vont plus loin de l'informatique. Ils veulent juste l'informatique qui leur sert. Mais ils l'utilisent moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ras-le-bol. Il n'y a plus de valeur ajoutée. Si on va sur Twitter ou Facebook, c'est toujours la même chose. On parle avec le même groupe de gens qu'on est habitué à parler. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut parler aux gens qui pensent différemment. Il faut dialoguer si on veut avancer. Donc la technologie ne sert plus. Et Facebook ne fait rien pour ça. Donc c'est une opportunité aussi pour des nouvelles plateformes qui peuvent changer ça, qui pensent différemment. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui reviennent plus à des services humains, de plus en plus de services humains. Ici, c'est un slide qui explique en fait les modèles d'économie. On vient d'une économie où avant il y avait les inventeurs, comme Nikola Tesla, Walt Disney, Henry Ford, des génies qui ont monté toute une entreprise, tout un système de travail eux-mêmes. Ici, on est dans le classical business qui est top-down, ouais, qui est les grandes entreprises qui fonctionnent toujours comme ça, ouais, qui sont top-down, un chef, line managers, des silo thinking, les départements qui ne communiquent pas entre eux. Et puis ici, on est un peu dans cette dynamique maintenant, des systèmes de coopération. Beaucoup de startups utilisent ça avec les technologies de l'Internet, les communautés, travailler avec les communautés, la collaboration. Oui. Mais on va de plus en plus vers créer du business social. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut seulement plus faire ou monter des boîtes juste pour faire de l'argent. Oui. Il faut du sens à ce qu'on fait. Et ça va se sentir de plus en plus. Et donc, si on crée un business plus social, qui est plus juste aussi pour la société, ben c'est ceux-là, c'est ces entreprises qui vont continuer. Nous, on fait ça avec une méthode qui s'appelle Socratic Design, où on rassemble les gens et on fait des dialogues socratiques. On oublie on oublie l'ego, on oublie toutes les assumptions qu'on a, on oublie toutes les pensées qu'on a,
Et on essaye de recommencer un dialogue vierge, où l'intelligence collective se passe entre les gens, pas seulement moi, j'ai une idée. Donc il faut aller plus vers l'intelligence collective, dans les entreprises, dans les universités, dans le discours public, dans tout. Donc voilà, la Renaissance. Pourquoi la Renaissance? Et les questions qu'il faut se demander maintenant, c'est qui êtes-vous? Oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que la vie que vous menez, est-ce que c'est la vie que vous voulez mener? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens. En Angleterre, par exemple, il y a plus de 50% de gens qui ne sont pas heureux au travail. Plus de 50%, c'est la moitié de la population. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas juste, non? Donc, il faut de plus en plus aussi se penser comment je peux construire une vie bien. Comment on peut construire une vie bien? Qu'est-ce que moi je fais dans ma boîte? Ouais, si je suis un responsable d'entreprise, what do I stand for? Ouais. Qu'est-ce que je signifie? Quelles sont mes valeurs? Ouais. Est-ce que je crée quelque chose qui contribue à la société, qui contribue à l'humanité? Ou est-ce que c'est quelque chose que, non, je fais juste pour l'argent et je vais utiliser des robots et ça m'importe que je vais prendre du travail des gens? Ça, c'est des questions qui vont être de plus en plus frappantes dans le futur. Donc, il faut la révolution technologique au service de l'humanité, mais pas à l'envers. Je vous laisse avec ça. Merci. Je suppose qu'on a le temps pour quelques questions. Oui. Même si nous allons retrouver Rudy Devel dans la table ronde de la fin de journée, je voulais aussi vous signaler que toutes les présentations seront disponibles sur un lien Internet que nous allons vous communiquer. On peut se prendre le temps de quelques questions. Voilà, madame. Essayez de parler fort, madame l'a levé la main, et sinon vous amène un micro, mais essayez. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est que donc, Socrate, Platon étaient dans une cosmogonie bien particulière, où la place de l'homme sur laquelle ils réfléchissaient était en relation avec la place des dieux et des animaux. Socrate arrive à la fin d'une autre évolution, où on a une nouvelle cosmogonie avec l'émergence du protestantisme en Europe, donc il faut à nouveau repenser la place de l'homme par rapport à Dieu. Et donc ma question pour vous, c'est aujourd'hui, qui réfléchit à cette nouvelle cosmogonie? Dans quelle nouvelle cosmogonie pensez-vous, vers quelle nouvelle cosmogonie pensez-vous que nous allons, ou bien est-ce qu'on revient à une cosmogonie socratique? Alors, on va peut-être pas pouvoir faire tout le débat philosophique. Non, mais voilà. Merci où pour votre question dans cette cosmogonie? À vous, Rudy Devel. Non, c'est une très bonne question. Retourner en arrière, plus en arrière, vers les vieux Grecs et tout ça, je pense qu'on doit le faire parce que c'est eux qui ont commencé à se poser la question comment on peut dessiner, comment on peut créer une vie bien. Et on a vu dans l'âge de raison, ou les siècles de raison, à quoi ça nous mène. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment commencer autrefois à penser. Parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant? Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas qui ils sont. Nous, on fait des workshops tout le temps, et la première chose qu'on demande, qui vous êtes? Et ils disent tous, je suis chef d'entreprise, ou je ne sais pas quoi, ou leur profession. Est-ce que c'est ça, ce qui vous êtes vraiment? Donc, et c'est ça la question. On est dans une société où tout est focalisé sur le travail. Tout est focalisé sur la prestation. Pourquoi on doit produire? C'est la première question. Pourquoi on doit produire? On peut se demander. Parce qu'on est dans un système de production. Mais pourquoi? Déjà, c'est un système. Donc, il faut réinvestiguer les systèmes qu'on est dedans et se demander est-ce que c'est vraiment le bon système? Parce que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, moi, je ne le vois pas. Ça, c'est pas ma vie préférée. Oui,
Je veux utiliser la technologie. Oui, il y a de très bonnes choses qu'on peut faire avec la technologie, mais je ne pense pas qu'on est dans un système qui va mener à beaucoup de bonheur pour beaucoup de gens, où il faut le réinvestiguer. Il y a une élite qui va continuer à créer la technologie, mais il y a aussi cette élite va devenir de plus en plus riche. Ouais, donc on voit ça déjà maintenant, le Brexit, Trump, c'est des résultats des gens qui n'ont pas de travail. Ils ne savent pas comment sortir de la situation. Donc ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas les outils. Donc il faut équiper nos gens, il faut équiper la jeunesse. Comment je peux devenir un entrepreneur? Comment je peux prendre charge de ma vie? Ouais. Ça, on n'apprend pas à l'école. On apprend de la connaissance. Ouais, c'est toujours une personne qui est en train de parler à tout le monde. Déjà, ce concept, moi, maintenant, ici, c'est un concept d'avant. Ouais, on devrait tous être en workshop et en dialogue, ouais, qu'on pourrait faire après. Mais je veux dire, tout ça, c'est des systèmes, c'est un systématique qu'il faut changer. Parce qu'on voit de plus en plus des erreurs aussi de ce système. Ça répond à vos questions? Oui. OK. On va prendre une autre question en haut et après une troisième. Et Je vous remercie pour cette présentation très inspirante. J'ai deux questions en fait. L'une qui est une petite question puisqu'il a été question de pas mal de questions du XVIIe siècle. Est-ce que la date de 1677 vous dit quelque chose? là, on est en workshop, bonne question. ça va, Ouais, c'est bonne bien. question. Eh Ça, oui. j'ai pas appris. Alors 1677, c'est la date de parution de l'éthique de Spinoza qui dit « Le corps et l'esprit sont une seule et même chose, vus selon deux perspectives différentes ». Ça veut dire que les éléments que vous nous donnez aujourd'hui, en fait, ils trouvent déjà un enracinement magistral au XVIIe siècle chez quelqu'un qu'on redécouvre comme Spinoza, mais ce n'est pas du tout ma question. Non, mais ce qui s'est passé, on a choisi la pensée de Descartes. Oui, on n'a pas choisi la pensée de Spinoza. Non, je sais, mais vous avez disqualifié le XVIIe siècle d'une façon un peu brutale. Voilà. Voilà. Et votre question? Ma question, elle porte sur la question de la formation. Il en a été question dans votre présentation, puis dans la réponse que vous venez de donner. Vous avez montré que ce sont les qualités qui ne seront pas reproductibles par les machines qui vont prendre de la valeur. C'est donc celle-là qu'il va falloir développer dans les écoles. Pourquoi est-ce que tous les élèves devraient apprendre à coder, par exemple? Mais tout de même, est-ce que, d'une certaine manière, il n'y a pas une partie, j'ai envie de dire, de la puissance et du pouvoir humain qui va se cacher non seulement dans les valeurs humaines qui ne sont pas reproductibles dans des machines, mais aussi dans la connaissance technologique qui fait qu'on a changé de paradigme. Auquel cas, je suis d'accord avec vous sur le fait que la formation doit changer profondément, mais est-ce que vraiment la dimension technique, technologique dans les enseignements ne doit pas, elle aussi, prendre une autre place et majeure? Oui, je suis d'accord avec vous. On est au début de tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est codé maintenant, c'est codé par des geeks, tu vois. C'est des hommes blancs ou des jeunes blancs qui sont très isolés eux-mêmes. Oui. Et donc, on voit déjà qu'il y a beaucoup de code qui n'a pas des choses éthiques ou qu'on n'a pas pensé à tout ça. Oui. Il y a déjà des discriminations ou des softwares, des logiciels qui sont utilisés par les polices en États-Unis qui est discriminatoire, qu'on sait maintenant. Donc je pense qu'on doit faire la réflexion avant et puis coder. C'est ça qu'il faut faire. Et jusqu'à présent, on a fait l'inverse. Et je pense que l'Europe aussi a un rôle important à jouer, qu'on a une éthique, on est à la défense de l'éthique, de ce qui est en train de se passer sur la planète. Parce que les États-Unis, ils vont aller dans une autre direction, la Chine, ils s'en foutent. Donc l'Europe, on doit préserver nos valeurs, on doit préserver l'éthique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour l'Europe aussi pour commencer à codifier de l'éthique dans les machines. Mais on est au début de ça, oui. Il faut d'abord faire la réflexion. On va prendre encore une question et ensuite, de toute façon, on reprendra le débat durant la table ronde. Donc une dernière question. Vous, monsieur? Oui, moi je voudrais savoir dans cette évolution, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens, par exemple les travailleurs blue collar, qui n'ont pas
la capacité intellectuelle d'évoluer dans cet environnement et de philosopher, il faudra bien faire quelque chose avec eux. Bah oui, justement, mais c'est quand on fait des workshops avec ces gens-là, on apprend aussi qu'ils sont très intelligents. Ouais. C'est une certaine élite qui pense que les gens ne sont pas capables de faire certaines choses. Oui. Mais quand on les approche d'une manière égale, ben voilà, ils peuvent aussi venir, ils peuvent avoir des idées, ouais. Ils peuvent réfléchir sur leur futur. Ouais. Mais il faut mettre ça en place. Oui, nous, on a fait quelques workshops comme ça, où on met des CEO ensemble avec les gens du nettoyage, par exemple. Et les gens du nettoyage peuvent venir avec des bonnes idées, parce qu'ils sont là tous les jours avec ça, pas seulement le CEO. Mais c'est ça mon discours, qu'il faut commencer à penser différemment, il faut appliquer de nouvelles méthodes maintenant, parce que jusqu'à présent, on ne fait rien. Oui. On a décidé qu'on va mettre toutes les entreprises à l'Est ou en Chine. Oui. Maintenant, on va robotiser de plus en plus. Donc, on sait que beaucoup de gens vont perdre leur travail. Mais leur donner un prime et les laisser comme ça ne va rien changer. Donc, il faut, je pense, de plus en plus, il faut des stratégies de formation. Oui. Et je pense dans la formation, il y a beaucoup d'opportunités, pas seulement pour les élèves ou les étudiants, mais aussi à tous les gens qui perdent leur travail. Parce qu'il faut, si tu perds ton travail à 40 ans maintenant, mais on va vivre beaucoup plus longtemps. Maintenant, on est fit à 60 ou à 70, ouais, ou 70. On va vivre plus longtemps, on va être capable de travailler plus longtemps ou d'être en forme plus longtemps. Donc, il faut penser à tout ça. Il n'y a pas de réflexion sur tout ça pour le moment. Merci. Merci Rudy Oui, Devel. merci beaucoup.